Si vous avez grandi en France, il y avait une Peugeot 103 quelque part dans votre adolescence. La première mob qu'on démarrait au pédalage dans un crépitement aigu et un nuage de fumée bleue. Celle qu'on débridait entre copains, la première liberté à 14 ans, sans permis. Derrière cette petite mécanique, il y avait une géante. Le cyclomoteur le plus fabriqué du monde, plus de 3 millions d'exemplaires, sorti d'une usine du Doubs qui employa jusqu'à 6000 personnes. La plus ancienne marque de deux roues motorisées du monde avait tout traversé. 2 guerres mondiales, l'abandon des grosses motos, l'effondrement du marché du cyclomoteur. Et puis, après 35 ans de fabrication à Mandeur, la dernière 103 française est descendue de la chaîne et n'a plus jamais été remplacée. Comment la mob de toute une génération a-t-elle fini par disparaître de l'usine qui l'avait vue naître ? Chapitre 1. Le lion gravé dans l'acier. Cette histoire commence, comme presque toutes les histoires industrielles de ce pays, bien avant l'objet qui allait la rendre célèbre. Elle commence par un lion. Un lion dessiné en 1850. Pas pour une moto, pas pour une automobile, pour des lames de scie. L'homme qui l'a gravé s'appelait Justin Blazer, orfèvre et graveur à Montbéliard, et il travaillait sur commande de 2 frères, Jules et Émile Peugeot. Ce qu'il leur fallait, c'était un emblème pour vendre de l'acier de coupe. Alors Blazer a choisi le fauve. Le lion, expliquait la réclame de l'époque, résumait à lui seul les 3 qualités d'une bonne lame. La dureté de ses dents, la souplesse de son échine, la vitesse de sa détente. 3 promesses commerciales tenues par une bête. Ce lion-là a été déposé officiellement le 20 novembre 1858. Il faut retenir cette image, parce qu'elle contient déjà tout ce qui va suivre. Un siècle plus tard, la même silhouette rugira sur le réservoir de chaque Peugeot 103. L'insigne d'une quincaillerie du Doubs, devenue l'emblème de la liberté à 14 ans. Mais avant le lion, il y a les Peugeot. Et les Peugeot ne sont pas des industriels de fraîche date. Ce sont une dynastie protestante luthérienne, enracinée dans les collines du pays de Montbéliard depuis le XVe siècle. Des meuniers d'abord, des cultivateurs, des notables de village, du côté de Vendoncourt. Des gens de peu de mots et de beaucoup de travail, façonnés par une austérité qui n'était pas seulement religieuse. Elle était aussi une manière de tenir debout dans un pays de moyenne montagne où rien ne pousse tout seul. C'est Jean-Pierre Peugeot, né en 1734, mort en 1814, qui exploite les moulins et les teintureries de la famille. Ses fils vont faire le grand saut. En 1810, il transforme le vieux moulin de Soucratet en aciérie. Ce n'est pas un geste symbolique, c'est un pari sur le métal, à un moment où la France sort à peine de l'Empire et cherche à se réindustrialiser. En 1819, la maison prend le nom de Peugeot Frères Aînés et compagnie. À partir de 1825, une usine de laminage s'installe à Valentigney, au bord du Doubs. Et là, il faut s'arrêter un instant sur ce que fabriquent ces gens, parce que c'est révélateur. Des lames de scie, oui, mais aussi des ressorts d'horlogerie, des baleines de corset, des moulins à café, des machines à coudre. La maison Peugeot est, à l'origine, une manufacture de petit acier. De tout ce qui, dans une France encore rurale, exige de la précision, de la trempe et de la finesse. On ne bâtit pas des locomotives à Valentigney. On y fabrique des objets qui tiennent dans la main, qui doivent durer une vie, qui entrent dans les foyers. C'est une culture de l'objet quotidien, robuste et bien fait. Cette culture-là expliquera bien plus tard pourquoi une petite mobilette de 50 cm3 pouvait rouler 30 ans sans jamais renoncer. Il faut aussi comprendre le pays qui produit une telle famille. Le pays de Montbéliard n'est pas la Lorraine du Charbon ni le nord des Corons. C'est une terre de moyenne montagne, protestante dans un royaume catholique, tournée depuis toujours vers la Suisse et l'horlogerie plus que vers Paris. On y a le culte du travail bien fait, la méfiance de l'esbrouf, le goût des choses qui durent. Une lame de scie Peugeot, on l'a gardée 40 ans. Une machine à coudre Peugeot passée de la mère à la fille.
Ce n'était pas un hasard, ni une réclame. C'était une manière de concevoir l'objet. On ne le vendait pas pour qu'il tombe en panne. On le vendait pour qu'il tienne. Cette philosophie, née dans les ateliers de laminage du Doubs, allait devenir, un siècle plus tard, la promesse silencieuse inscrite dans chaque moteur sorti de Mandeur. Puis vient la génération qui bascule tout vers le mouvement, Armand Peugeot. En 1882, il lance un grand bi baptisé « Le Français » et ouvre à Montbéliard un atelier de 300 ouvriers. Le vélocipède devient une affaire sérieuse. En 1886, Armand fonde l'atelier de Beaulieu, à Mandeur, quelques bâtiments posés sur les bords du Doubs qui deviendront le cœur battant de toute cette histoire. 12 ans plus tard, en 1898, sort la première motocyclette Peugeot, un cadre de bicyclette renforcé, un petit moteur de Dion-bouton monté sur la roue arrière. La France roule encore au pas, mais Beaulieu, déjà, fabrique de la vitesse. C'est ici qu'intervient une division de famille lourde de conséquences. Armand veut l'automobile. Il y croit, il s'y jette, il finit par partir fonder son affaire du côté d'Audincourt, puis à Sochaux. Son cousin Eugène, lui, se méfie de la voiture. Trop chère, trop incertaine, trop parisienne. Eugène récupère Beaulieu et le consacre au cycle, au tricycle, aux motocyclettes. Sans le savoir, les deux hommes viennent de tracer une frontière qui traversera tout le XXe siècle. D'un côté, l'automobile de Sochaux, qui portera le nom de Peugeot dans le monde entier. De l'autre, le deux roues de Mandeur, plus modeste, plus discret, mais qui pourra un jour se réclamer d'un titre qu'aucune usine de voitures ne lui disputera, celui de plus ancienne marque de deux roues motorisées encore en activité. Cette frontière-là, il faut y insister, n'est pas un détail d'organigramme. Elle explique tout ce qui va suivre. Parce que le grand nom, la gloire, l'argent iront à l'automobile. Mandeur restera le parent discret, celui dont on parle moins, celui qui doit prouver sa valeur année après année. Il y a dans le deux roues du Doubs quelque chose d'une revanche permanente. Montrer que le cadet peut, sur son terrain, battre le monde entier. Le 103 sera cette revanche. Et quand, bien plus tard, il faudra choisir qui l'on sacrifie, chacun devinera dans quel sens penchera la balance. Autour de ces ateliers, une civilisation particulière prend forme. Le pays de Montbéliard, c'est le paternalisme industriel protestant dans sa version la plus aboutie. Les patrons ne se contentent pas d'employer. Ils logent, ils soignent, ils éduquent. Cités ouvrières, hôpitaux, bains-douches, colonies de vacances pour les enfants du personnel. Ce n'était pas de la charité, et ce n'était pas non plus de la générosité pure. C'était un système qui offrait la sécurité en échange de la loyauté, un toit en échange d'une vie entière. L'ouvrier de Beaulieu naissait souvent dans un logement Peugeot, apprenait dans une école soutenue par Peugeot, partait en vacances grâce à Peugeot et prenait sa retraite après 40 ans passés derrière les grilles de Peugeot. Le patron donnait, le patron contrôlait. Les deux choses étaient vraies en même temps. L'automobile arrivera à Sochaux en 1912 et deviendra le géant de la région. Mais le berceau, le vrai, c'est cet ensemble, de Beaulieu, Valentinier et Mandeur, où l'on savait forger, laminer, cintrer, souder, où l'on savait fabriquer des objets de métal qui traversent les générations. Le lion des lames de scie veillait déjà sur tout cela. Il attendait simplement l'objet qui allait le rendre immortel. Chapitre 2. Padovani et le moteur à clapet. Il faut être honnête sur un point, parce que cette histoire est trop souvent racontée comme un triomphe annoncé, et ce n'en est pas un. Dans le cyclomoteur, Peugeot arrive tard. Et modestement. Quand la France de l'après-guerre se met en selle, ce ne sont pas les lions du Doubs qui mènent la danse. C'est Motobécane, avec sa mobilette, ce nom devenu à lui seul un mot de la langue courante. C'est Solex, avec son vélo Solex, ce moteur posé sur la roue avant qu'on entendait crépiter dans toutes les rues de France. Peugeot, lui, sort en 1956 et 57 sa gamme BB, le premier vrai cyclomoteur maison. Ce n'est pas rien, mais les chiffres sont sans appel. En 1957, Peugeot écoule environ 70 000 cyclomoteurs. La même année, Motobécane en vend 287 000 et le vélo Solex 261 000. Peugeot est un petit dans la cour des grands, un outsider. Alors la marque cherche. Elle sort les 101, les 102,
Les 104, les 105, elle apprend, elle affine. Elle observe ce que font les autres, elle corrige, elle recommence. Chaque modèle est un pas, aucun n'est le grand saut. Peugeot progresse comme il a toujours progressé, patiemment, en travaillant le métal. Et surtout, la marque mise sur un homme. Cet homme s'appelle Edmond Padovani. C'est un ingénieur qui vient de chez Tero, le célèbre constructeur de motos dijonnais, que Peugeot a absorbé en 1959. Ce détail compte. Padovani n'est pas un homme du cyclomoteur, ce petit engin qu'on regardait parfois de haut. C'est un homme de la moto, de la vraie, celle qui doit tenir la route, avaler les kilomètres, ne jamais lâcher son pilote au mauvais moment. Il apporte à Beaulieu une exigence de motard. Un moteur doit être fiable, endurant, mécaniquement sain avant d'être puissant. C'est lui qui dirige l'étude des 101, des 102, puis du 103. Et c'est de son atelier que sort l'idée qui va tout changer. L'idée, c'est l'admission par clapet dans le carter. Il faut comprendre pourquoi cela compte, sans noyer personne dans la technique. Un moteur de temps, à cette époque, respire par des lumières taillées dans le cylindre, des fenêtres que le piston ouvre et ferme dans sa course. C'est simple, c'est rustique, mais c'est brutal et peu souple. Padovani et son équipe introduisent un jeu de fines lamelles souples, les clapets, qui laissent entrer le mélange air-essence au bon moment et l'empêchent de refluer. Le résultat, on le sent dès la première poignée de gaz. Le moteur devient plus souple à bas régime, plus puissant en haut, plus docile partout. Là où le 102 peinait, le 103 respire. Ce n'est pas la seule trouvaille. Le 103 reçoit un bras oscillant articulé directement sur le moteur. Une astuce qui supprime toute tension parasite sur la chaîne quand la suspension travaille. En clair, la transmission ne souffre plus des chaos de la route. On peut ajouter, en option, un variateur qui adapte automatiquement la démultiplication. À sa naissance, le petit moteur ne développe qu'1,9 cheval. En fin de carrière, il en tirera 3,3. Bridé à 45 km/h, conduite sans permis, accessible dès 14 ans. Sur le papier, un engin réglementaire et sage. Dans les faits, une mécanique quasi indestructible, née dans une maison qui fabriquait des lames de scie increvables depuis un siècle. Le 103 est présenté fin 1971 et commercialisé à partir de l'année suivante. Et là, quelque chose bascule que personne n'avait vu venir, pas même chez Peugeot. Parce que ce petit outsider, ce numéro 3 du marché français, se met à écraser la concurrence. Dès 1973, Cycle Peugeot produit 786 137 unités et devient le leader français du cyclomoteur. Ce chiffre, il faut le laisser résonner. 786 000 machines en une seule année. La maison qui vendait 70 000 cyclomoteurs 15 ans plus tôt vient de multiplier sa production par plus de 10. Cette même année, elle exporte 150 000 cyclomoteurs, soit 40% de tout ce que la France envoie à l'étranger dans ce secteur. Le lion ne suit plus, le lion mène. Et ce n'est qu'un début. Chapitre 3. 550 000 en une année. Il y a des moments où une usine cesse d'être une usine pour devenir un phénomène. Pour Mandeur, ce moment porte une date, 1974. Cette année-là, le 103 dépasse à lui seul 550 000 ventes. En 12 mois. Un seul modèle. C'est un record pour l'époque, et c'est le genre de chiffre qui change la nature d'une entreprise. On ne fabrique pas 550 000 cyclomoteurs par an avec les méthodes d'un atelier. Il faut des chaînes, des cadences, une organisation quasi militaire de la production. Mandeur devient une machine à fabriquer de la liberté à l'échelle industrielle. En 1977, Peugeot passe définitivement devant Motobécane. L'ancien petit du marché est devenu le premier. Et il ne s'arrêtera pas là. Le 103 deviendra le cyclomoteur 50 cm3 de temps le plus fabriqué au monde. Pas de France, du monde. Selon les propres archives de la marque, réunies pour le cinquantenaire de l'engin, on parle de plus de 3 millions d'unités produites au fil de sa carrière. Le cyclomoteur monotype le plus fabriqué de toute l'histoire. Ce renversement n'avait rien d'un miracle.
Il tenait en partie à la mécanique de Padovani. Il tenait aussi à quelque chose de plus difficile à mettre en chiffres. Le 103 est arrivé au bon moment, avec le bon caractère. La France du début des années 70 est encore prospère, encore ouvrière, encore jeune. Une génération entière d'adolescents attend son premier engin motorisé comme un rite de passage. Le 103 leur offre exactement ce qu'ils veulent. Une mécanique simple à entretenir, économique, robuste et, détail qui va tout changer, facile à transformer. Mais l'entreprise n'était pas seule sur la route. Il faut nommer les rivaux, parce qu'ils étaient redoutables. Motobécane d'abord, avec sa mobilette bleue, puis avec le célèbre MBK 50 et un lancé en 1978. Le grand adversaire, celui qui partageait les cours de récréation et les sorties de lycée. Motoconfort. Solex, dont le charme suranné commençait à passer de mode. Gitane, le belge Flandria. Chacun avait ses fidèles, ses arguments, ses gammes. Le marché français du cyclomoteur, à son sommet, dépassait le million de machines vendues par an. C'était un océan, et tout le monde y pêchait. Ce que Peugeot possédait et que les autres n'avaient pas au même degré, c'était la conjonction rare d'une grande marque, d'une mécanique supérieure et d'une capacité industrielle colossale héritée d'un siècle de travail du métal. Quand une chaîne de mandeurs devait monter à la cadence, elle montait. Quand il fallait fournir les concessionnaires de tout le pays, on fournissait. Le savoir-faire accumulé depuis les lames de scie, les ressorts et les machines à coudre trouvait enfin son objet total. Un produit de masse, mécaniquement exigeant, vendu par centaines de milliers. Et pendant que les chaînes tournaient, une chose plus discrète se produisait dans le pays. Le 103 s'installait dans les vies. Il devenait le premier objet de valeur qu'un adolescent pouvait appeler sien. Le premier moteur qu'un gamin apprenait à démonter sur la table de la cuisine au grand désespoir de sa mère. Le premier goût de l'indépendance à un âge où l'on n'a encore le droit de rien. L'usine de Mandeur ne fabriquait pas seulement des cyclomoteurs. Elle fabriquait le souvenir que des millions de Français porteraient toute leur vie. Ils ne le savaient pas encore. Personne ne le savait encore. À Mandeur, on savait seulement une chose. Il fallait produire. Toujours plus. Et pour cela, il fallait des hommes, des femmes, des machines, et une ville prête à donner tout ce qu'elle avait. Chapitre 4. Le fracas des presses. Imaginez que vous arrivez devant les grilles de Beaulieu un matin de 1975, à 6 heures, dans le froid humide qui monte du Doubs. Vous n'êtes pas encore entré que déjà vous entendez l'usine. Ce n'est pas un bruit, c'est une respiration. Le souffle continu des presses, le martèlement sourd de l'emboutissage, un grondement de fond qui fait vibrer le sol sous les semelles. On dit que les anciens demandeurs cessaient d'entendre ce bruit après la première semaine, et qu'ils ne le remarquaient plus jamais, sauf le jour, bien plus tard, où il s'est tu. Passé le portail et la pointeuse, on entre dans un monde. L'ensemble de Beaulieu-Mandeur s'étend depuis 1925 et il ne cesse de grandir. Cycle Peugeot compte déjà près de 4000 employés à la fin des années 60. Mais le chiffre qui donne le vertige est celui de 1978. Jusqu'à environ 6000 personnes travaillent alors sur le site. Il faut être précis, parce que ce chiffre a une nuance importante. Il englobe non seulement les cycles et les cyclomoteurs, mais aussi une activité de pièces automobiles, pots d'échappement, châssis de siège, colonnes de direction, qui cohabitent avec la fabrication des mobylettes. 6000 personnes, sur un seul site, au bord d'une rivière, dans une petite ville du Doubs. Beaulieu n'était pas une usine dans une ville. C'était une ville qui était devenue une usine. À l'intérieur, l'odeur vous prend avant tout le reste. Le mélange de temps, cette senteur douceâtre et âcre d'essence coupée d'huile, imprègne les vêtements, la peau, les cheveux. Un ouvrier de Mandeur rentrait chez lui le soir avec cette odeur sur lui, et sa famille la reconnaissait à la porte avant même de le voir. C'était l'odeur de son travail. C'était, littéralement, l'odeur de la maison. Le travail, lui, était une chorégraphie. À l'apogée, jusqu'à 5 chaînes de montage fonctionnent en parallèle, capables de sortir jusqu'à 2000 véhicules par jour. 2000, chaque jour.
Le métal arrivait en tôle et en tube, il repartait en cyclomoteur prêt à rouler. Entre les deux, il y avait les presses qui découpaient et formaient les tôles dans un fracas qui couvrait les voies, les postes de soudure où naissaient les cadres, les lignes où l'on mariait le moteur au châssis, le variateur à la transmission, la selle au réservoir frappé du lion. Et il y avait des mains, beaucoup de mains et beaucoup de savoir dans ces mains. Le métal n'obéit pas tout seul. Il faut savoir emboutir une tôle sans la déchirer, souder un cadre pour qu'il tienne sous les chocs d'un adolescent pendant 20 ans, régler une chaîne au millimètre, monter un variateur qui ne broutera pas. Chaque poste avait son tour de main, transmis d'ouvrier à ouvrier, jamais entièrement écrit dans un manuel. C'est cela, le savoir-faire, une intelligence logée dans les doigts que ni la machine, ni le bureau des méthodes ne savaient tout à fait reproduire. L'un des métiers les plus étonnants de Beaulieu était celui du fileur, l'ouvrier qui décorait les cadres à main levée, traçant à la peinture ces fins liserés qui couraient le long des tubes, sans gabarit, sans repère, à la seule maîtrise du geste. C'était un art. Les reportages de Franche-Comté Actualité, tournés à l'usine, ont conservé la trace de ces artisans penchés sur les cadres, le pinceau tenu comme un archer, le poignet immobile, le souffle retenu, un seul trait continu du guidon à la roue arrière. Un cadre bien filé, cela se voyait à 10 mètres, et l'ouvrier qui l'avait fait le savait. Cet art-là, avec le temps, est passé des mains des hommes à celles des femmes, car les ateliers de mandeurs, comme toute l'industrie française de ces années-là, reposaient largement sur le travail féminin, moins visible, moins bien payé, mais indispensable à la chaîne. La fileuse penchée sur son cadre, dans l'odeur de la peinture et du solvant, était l'une des grandes artistes anonymes de cette histoire. Personne n'a retenu son nom. Son geste, lui, roulait sur toutes les routes de France. Et ses mains ne parlaient pas toutes la même langue. Le bassin de Sochaux-Montbéliard était alors la plus forte concentration ouvrière de France, avec autour de 100 000 salariés sous commandement Peugeot, cycle et automobile confondus. Pour tenir de tels effectifs, la région avait puisé, comme tout le pays, dans l'immigration. Les Portugais, dont le nombre en France passe de 20 000 en 1954 à 759 000 en 1975, les Marocains, de 33 000 à 260 000 sur la même période. Dans les ateliers du Doubs, l'accent comtois côtoyait le portugais, l'arabe, l'italien. On doit le dire avec justesse. L'historien Nicolas Hatzfeld, qui a consacré sa vie à étudier les gens d'usine de ce bassin, rappelle que le recours à la main-d'œuvre venue des anciennes colonies fut ici plus conjoncturel qu'ailleurs, à Renaud-Billancourt par exemple. Mais il fut réel. Les cyclomoteurs qui incarnaient la liberté d'une jeunesse française étaient assemblés, pour une part, par des hommes et des femmes qui avaient traversé une mer ou une frontière pour venir travailler le métal au bord du Doubs. C'était leur ouvrage, autant que celui des enfants du pays. Le travail était dur. Les cadences étaient réelles, le bruit permanent, la fatigue physique. Personne, à Mandeur, ne se souvient de ces années comme d'un paradis. Mais dans ces murs, des femmes et des hommes fabriquaient des objets véritables, avec une compétence véritable, et cela comptait. Cela comptait pour eux, et cela comptait pour la France. Le 103 n'était pas sorti des 30 Glorieuses comme un fruit tombe d'un arbre. Il était sorti de la main du fileur, de la sueur du chaîniste, de la vigilance de la contrôleuse en bout de ligne. Il fallait 5 chaînes et 6000 personnes pour fabriquer un objet qui tenait sous un adolescent de 40 kilos. C'est cela, une usine. Un monde entier qui se met en mouvement pour produire un instant de liberté. Chapitre 5. 14 ans, sans permis. Il faut maintenant sortir de l'usine et remonter la rivière, jusqu'aux cours de lycée et aux places de village, parce que c'est là que le 103 accomplissait sa véritable œuvre. Ce que Mandeur fabriquait sur ses chaînes, la France le transformait en rite de passage. 14 ans, sans permis. Ces 3 mots ont défini une génération. À un âge où l'on a le droit de presque rien, ni de voter, ni de boire, ni de conduire une voiture, ni de décider grand-chose de sa propre vie,
le cyclomoteur offrait soudain l'inconcevable. Partir. Aller où l'on voulait. Rejoindre les copains à l'autre bout de la commune. Filer au bord de l'eau. Tourner en rond sur la place pour le seul plaisir de tourner. Pour un adolescent des années 70 et 80, posséder un 103, c'était exister. C'était franchir la ligne invisible qui sépare l'enfance de tout le reste. On lui donnait des noms tendres et rudes. La meule, la mob, la brêle. On la démarrait au pédalage, dans un premier crépitement hésitant, puis dans le grésillement aigu du deux temps qui monte en régime. Il y avait le rituel du robinet de réserve, ce petit levier qu'on basculait sur le bord de la route quand le moteur commençait à octer, et qui vous offrait juste assez d'essence pour rentrer, l'apprentissage précoce de l'angoisse et du soulagement mécanique. Il y avait l'odeur bleue de la fumée au démarrage. Il y avait le son, surtout. Ce son que tout Français de plus de 40 ans reconnaîtrait aujourd'hui les yeux fermés, entre mille. Et il y avait le débridage. Parce que la loi disait 45 km/h. La jeunesse, elle, entendait autre chose. Toute une contre-culture mécanique est née autour du 103, dans les garages et les remises, entre copains, à la lueur d'une baladeuse. On changeait le pot d'échappement. On montait des kits qui portaient la cylindrée de 50 à 80 cm3. On limait, on perçait, on ajustait. Et la petite mob réglementaire, bridée à 45, se mettait à filer à 60, 80, parfois 100 km/h, bien au-delà de tout ce que le législateur avait prévu, bien au-delà, souvent, de ce que la prudence aurait conseillé. Le 103 se prêtait à tout cela sans broncher. C'était la rançon de sa robustesse. Une mécanique conçue pour durer 30 ans supportait sans faillir les outrages d'un adolescent de 15 ans, armé d'une clé de 12 et d'une confiance illimitée. On l'a personnalisé aussi, comme on personnalise ce qui compte. Les jantes à 5 bâtons leleux, objets de convoitise. Le guidon bracelet, monté bas pour imiter les grosses motos. Les cale-pieds, les chromes, les carénages. Chaque 103 finissait par ressembler à son propriétaire, porter la marque de ses goûts, de ses moyens, de ses rêves. Deux mobs identiques sortis de la même chaîne de mandeurs devenaient 6 mois plus tard 2 objets absolument singuliers. Voilà ce que l'usine ne mettait pas dans ses statistiques de production, et qui était pourtant le cœur de tout. Le 103 était devenu un fait social, un marqueur d'appartenance et de liberté pour une classe d'âge entière. Il roulait dans le souvenir avant même de rouiller dans les granges. Cette liberté-là avait une contrepartie, et elle se jouait de l'autre côté des grilles, dans les cités ouvrières et les logements Peugeot du bassin. Car l'usine n'organisait pas seulement le travail, elle organisait la vie. Le système paternaliste hérité du XIXe siècle était toujours en place. Le comité d'entreprise et ses services, les colonies de vacances où partaient les enfants des ouvriers l'été, la médecine du travail, les clubs sportifs, les cités bâties par la maison. Il faut le dire sans naïveté et sans amertume. Le comité d'entreprise n'était pas un cadeau du patron. C'était une conquête des ouvriers, arrachée et défendue par les syndicats, la CGT, la CFDT, présents dans les ateliers du Doubs. Mais une fois obtenu, il tissait autour de chaque famille un filet de sécurité et de sociabilité qui dépassait de loin la fiche de paix. Prenez un enfant né dans une cité Peugeot au début des années 60. Il grandit dans un logement de la maison. Il part l'été en colonie de vacances organisée par le comité d'entreprise, souvent son premier contact avec la mer ou la montagne. Il joue au football dans un club soutenu par l'usine, sur un terrain entretenu par l'usine. Son père cultive un jardin ouvrier prêté par l'usine, ses parcelles alignées où l'on faisait pousser les légumes qui complétaient la paie. Le samedi, la famille se retrouve à la fête du personnel. Et à 14 ans, ce même enfant enfourche un 103, fabriqué à quelques centaines de mètres de là, peut-être par un voisin, peut-être par sa mère. La boucle était bouclée. L'usine fabriquait les cyclomoteurs, et les cyclomoteurs emportaient les enfants de l'usine vers leur propre vie. On travaillait ensemble, on partait en vacances ensemble, on enterrait ses morts ensemble. L'usine était le centre de gravité d'un monde. Et à midi,
au son de la sirène, ce monde se retrouvait à la cantine. Il ne faut jamais sous-estimer ce que représentait le repas de midi dans une usine française. Ce n'était pas un sandwich avalé debout. C'était un vrai repas. Entrée, plat, fromage, dessert, pris ensemble, à table, à heure fixe. 1 heure de dignité et de république au milieu du fracas. Une manière de dire que l'ouvrier demandeur n'était pas seulement une paire de mains sur une chaîne, mais un homme, une femme, qui avait droit à s'asseoir et à manger correctement, comme tout le monde. Voilà ce que le lion avait bâti au bord du Doubs. Une mécanique qui rendait la jeunesse libre, et une communauté qui donnait à ceux qui la fabriquaient une place dans le monde. Tout, en cette fin des années 70, semblait devoir durer toujours. Rien de tout cela ne durerait. Chapitre 6. Le sommet et l'ombre. Le sommet, quand on y est, ne ressemble pas à un sommet. Il ressemble à une bonne année de plus. Au tournant des années 80, le 103 est au faîte de sa gloire, et la réglementation lui offre même un dernier élan. Les modèles sans pédale sont désormais autorisés, le démarrage au kick remplace le pédalage, et les volumes rebondissent avec une nouvelle génération, les 103 SP, SPX, RCX. Des versions plus sportives, plus désirables, qui parlent directement à l'adolescent qui rêve de moto. Peugeot va chercher la légitimité sur la piste. Aux 24 heures cyclomotoristes, des pilotes comme Vincent Briottet et Frédéric Pelletier portent les couleurs de la marque et gagnent en 1980. Le Lion ne se contente plus de dominer les ventes. Il gagne des courses. Il est partout. Dans les cours de lycée, dans les catalogues, sur les podiums. C'est le point le plus haut. Et personne, à l'intérieur de ces murs, ne pouvait deviner ce qui venait de se signer, la même année, dans les bureaux de la direction. Car en 1981, au moment précis où le 103 triomphe, Peugeot signe un accord avec Honda. Il faut mesurer ce que cela veut dire. Peugeot Motocycle, la plus ancienne marque de 2 roues motorisées du monde, l'héritière de Padovani et du moteur à clapet, la maison qui fabriquait à Mandeur la mécanique la plus française qui soit, cette maison-là décide de confier ses futurs moteurs de scooter à un constructeur japonais. En 1983, la marque lance le SC, puis le SX, ses premiers scooters à carrosserie plastique, motorisés par Honda. Et le 1er octobre 1984, Honda entre à hauteur de 25% dans le capital de Peugeot Motocycle. Vu de l'atelier, en 1981, cela ne ressemblait à rien de grave. C'était une affaire de dirigeants, une ligne dans un communiqué, une manière raisonnable de rattraper la mode montante du scooter. Le 103 se vendait toujours par centaines de milliers. Les chaînes tournaient, la cantine servait à midi. Pourquoi s'inquiéter ? Et pourtant, le geste contenait déjà toute la suite. Au sommet même de sa réussite, à l'instant précis où sa mécanique maison régnait sur le monde, Peugeot faisait un choix silencieux mais décisif. Plutôt que de continuer à inventer ses propres moteurs, elle commençait à s'appuyer sur ceux des autres. C'était le premier fil d'une corde qui, un jour, l'étranglerait. Personne ne l'a entendu se nouer. Le bruit des presses couvrait tout. C'était l'apogée. Le point le plus haut, celui d'où l'on voit le plus loin. Sauf, précisément, la pente qui descend juste derrière. Le monde était déjà en train de se refaire autour de Mandeur. Le scooter arrivait. Les goûts changeaient. Le marché du cyclomoteur, qui dépassait le 1 million de machines par an, avait commencé sa lente érosion. Et dans les bureaux, la logique qui allait tout emporter s'était déjà installée, poliment, sous les traits d'un accord avec un partenaire japonais. Debout sur ce sommet, à l'aube des années 80, ni le fileur, ni la chaîniste, ni le gamin qui débridait sa mob dans un garage ne pouvaient entendre le bruit que le monde faisait en changeant. Mais il changeait déjà. Chapitre 7. Le scooter japonais dans la cour. Le monde qui changeait, on pouvait le mesurer. Il suffisait de regarder les chiffres de vente, d'un bout à l'autre du pays. En 1975, la France achetait plus d'1 million de cyclomoteurs par an. C'était un océan. En 1980, ce marché était déjà retombé à 500 000. La moitié, en 5 ans.
Et la chute ne s'arrêterait pas là. Elle continuerait, année après année, jusqu'à ne plus représenter que 90 000 machines. Le cyclomoteur, compagnon de toute une génération, était en train de quitter la vie française. Il faut s'arrêter sur ce que cela voulait dire, concrètement, dans un atelier de mandeur. Un marché divisé par deux, ce n'est pas une abstraction de rapport annuel. Ce sont des chaînes qu'on ralentit. Ce sont des intérimaires qu'on ne rappelle pas à la rentrée. C'est un contremaître qui, pour la première fois de sa carrière, doit expliquer à son équipe qu'on va lever le pied. Le déclin d'un produit, avant d'être une courbe sur un graphique, c'est une inquiétude qui franchit le portail un matin et ne repart plus. On la sent dans les silences de la cantine. On la lit sur le visage des chefs d'atelier qui reviennent de réunions sans rien dire. Les raisons de cet effondrement, il faut les nommer une à une, parce qu'aucune n'a suffi seule, et que toutes ensemble ont été mortelles. D'abord, le scooter. Pas le scooter poussif des années 50, le scooter moderne, plastique, malin, urbain. En 1989, au Salon de Paris, apparaissent deux engins jumeaux nés d'un accord entre MBK et Yamaha, le Booster et le BWS. Ils ne ressemblent à rien de ce qui existait. Ils sont trapus, gais, faciles. Pas de chaîne à graisser, pas de mélange à préparer, pas de pédale dérisoire accrochée à un moteur. Et surtout, ils ne demandent pas qu'on soit un peu mécanicien pour les aimer. L'adolescent des années 90 ne veut plus démonter son moteur sur la table de la cuisine, les doigts noistres de cambouis sous le regard exaspéré de sa mère. Il veut monter dessus et partir. Le basculement a une date. En 1993, pour la première fois de l'histoire, il se vend en France plus de scooters que de cyclomoteurs. La bascule est faite. Et avec elle, quelque chose de cruel se produit dans la tête des jeunes. Le 103, cette merveille de mécanique conçue par Edmond Padovani, cet objet increvable et débridable qui avait défini la liberté d'une classe d'âge, devient soudain autre chose. Une mob, c'est ce que conduisait le grand frère. Puis c'est ce que conduisait le père. Une machine de vieux. Une ringardise. Il n'y a pas de mépris plus définitif que celui d'un lycéen de 15 ans pour l'objet qui plaisait à la génération d'avant. On peut lutter contre un concurrent. On ne lutte pas contre la honte. On le voyait aux portes des lycées, ces mêmes portes qui, 15 ans plus tôt, disparaissaient sous les 103 garés en épi. Les mobs y étaient encore, mais moins nombreuses, rangées un peu à l'écart, comme on range ce qui gêne. À côté, les scooters brillaient, plastique neuf, couleur vive, marchepied bien plat pour poser le cartable. Un 103, désormais, c'était l'engin du gamin dont les parents n'avaient pas les moyens, ou du passionné de mécanique que les autres regardaient de travers. La liberté avait changé de forme, et l'ancienne forme, celle qui avait fait rêver leurs aînés, ne faisait plus envie à personne. Et pendant que le scooter italien de Piaggio et les scooters japonais gagnaient la rue, le législateur, lui, refermait doucement la porte sur le deux temps. Le brevet de sécurité routière devient obligatoire pour les jeunes conducteurs à partir de novembre 1997. L'immatriculation des cyclomoteurs neufs arrive en juillet 2004. Chaque règle, prise seule, était raisonnable. Ensemble, elles transformaient l'achat impulsif d'un rite de passage en démarche administrative. Et par-dessus tout, les normes anti-pollution européennes, les normes Euro, se resserraient, année après année, autour du petit moteur deux temps, ce moteur qui crachait sa fumée bleue, cette fumée qui était l'odeur même de la jeunesse et qui devenait, aux yeux de Bruxelles, une faute à corriger. Voilà le décor. Un marché qui s'effondre, une mode qui tourne, une réglementation qui étrangle. Face à cela, une entreprise a des choix à faire. Et c'est ici que commence la vraie histoire de ce film. Non pas celle d'un produit qui vieillit, ce qui est le sort de tous les produits, mais celle de ce qu'une maison décide de faire quand son produit vieillit. Peugeot avait deux chemins devant lui. Il pouvait investir dans sa propre mécanique, moderniser ce que Padovani avait inventé, tenir bon sur le savoir-faire du doux, accepter que ce soit plus lent, plus cher, plus difficile, mais rester une maison qui conçoit ce qu'elle vend. Ou bien, il pouvait aller chercher ailleurs, plus vite et moins cher, ce qu'il ne voulait plus fabriquer lui-même. Sur le papier d'un bureau d'études, le premier chemin coûte des millions et prend des années. Sur le papier d'un directeur financier, le second se règle en une signature. C'est toujours ainsi que se présentent ces choix.
D'un côté l'effort, de l'autre la facilité, et la facilité porte toujours le beau nom de pragmatisme. On connaissait déjà le penchant de la maison. Il datait du sommet. Souvenez-vous, dès 1981, aux fêtes de la gloire du 103, Peugeot avait confié ses moteurs de scooter à Honda, et le constructeur japonais était entré à hauteur de 25% dans son capital. Ce n'était plus un accident isolé. C'était devenu une habitude, puis une dépendance. Elle s'aggrave dans les années qui suivent. Le scooter SV reçoit lui aussi de la mécanique japonaise. Et en 2000, la chose atteint un point presque comique dans son aveu. Peugeot commercialise sous son propre nom, badgé de son lion, un scooter qui est en réalité un Honda Foresight, vendu comme Peugeot SV 250. Le lion des lames de scie, le lion de Padovani, apposé sur un moteur pensé à Tokyo. Vu de l'extérieur, c'était rationnel. Il fallait rattraper la mode du scooter, et Honda savait faire des scooters mieux que personne. Vu de l'intérieur, c'était un renoncement lent, presque imperceptible, à ce qui avait fait la légende de Mandeur. La capacité de concevoir et de fabriquer, chez soi, sur les bords du Doubs, une mécanique que le monde entier voulait. Chaque moteur acheté ailleurs était un moteur qu'on n'apprenait plus à faire. Et un savoir-faire, quand on cesse de s'en servir, ne se range pas dans un tiroir en attendant des jours meilleurs. Il s'éteint avec les hommes qui le portaient. L'ingénieur qui avait travaillé aux côtés de Padovani part à la retraite et personne ne reprend son travail. Le fileur raccroche son pinceau et personne n'apprend son geste. On ne perd pas un savoir-faire d'un coup. On le laisse mourir, une compétence, un homme, une année à la fois. Le fil que la direction avait commencé à nouer au sommet, en 1981, ne s'était jamais dénoué. Il n'attendait qu'une chose, que le marché faiblisse assez pour qu'on serre le nœud. Chapitre 8. Une mort lente. Le nœud s'est serré en 2006. Et cette fois, il ne s'agissait plus d'acheter un moteur à un partenaire japonais. Il s'agissait de déménager la fabrication elle-même à l'autre bout du monde. Le 28 octobre 2006, Peugeot Motocycle crée, à part égale avec le chinois Jinan Qinqi, une co-entreprise baptisée Jinan Qinqi Peugeot Motorcycle. L'idée est limpide, et elle a la clarté froide de toutes les décisions de ce genre. Produire en Chine, à moindre coût, des 2 roues vendues sous le lion. On ne présente jamais cela comme un abandon. On présente cela comme une conquête de marché nouveau, une modernisation, un partenariat gagnant-gagnant. Le vocabulaire est toujours celui de l'avenir. Ce sont les conséquences, elles, qui parlent le langage du passé. Une co-entreprise à part égale, il faut comprendre ce que cela veut dire vraiment. On met en commun. D'un côté, on apporte sa marque, son réseau, son prestige, son histoire. De l'autre, on apporte ses usines, sa main-d'œuvre bon marché, ses coûts imbattables. Sur le papier, chacun gagne. Mais dans les faits, l'un des deux apporte ce qui se copie, un nom, un dessin, une méthode, et l'autre apporte ce qui ne se copie pas, la capacité de produire vite et pour presque rien. Au bout de quelques années, celui qui a appris à produire n'a plus vraiment besoin de celui qui lui a prêté son nom. C'est une vieille histoire industrielle, 100 fois racontée, 100 fois répétée. Peugeot n'était ni le premier ni le dernier à la vivre. Il fut seulement l'un des plus illustres à s'y laisser prendre. Parmi les premiers modèles fabriqués là-bas, il y a un 103 Vogue. Il faut mesurer ce que cela signifie. Le 103 de Padovani, l'objet né des lames de scie et du moteur à clapet, la fierté de Mandeur, l'engin le plus produit de son histoire, désormais assemblé à Jinan, à des milliers de kilomètres du Doubs, par des mains qui n'avaient jamais entendu la sirène de Beaulieu. Puis viendront les scooters Kisby, City Star, et un engin qui deviendra le symbole malheureux de toute cette histoire, le V-Click. Le V-Click est dévoilé en juillet 2007. C'est un scooter 4 temps, conçu et fabriqué en Chine avec Qinqi, vendu 1 199 € et frappé du lion. Il faut être précis, parce que la nuance rend l'affaire plus grave, pas moins. Le V-Click n'était pas un produit sauvage, importé en douce par un margoulin sur un marché parallèle. Il était pleinement intégré au réseau Peugeot. Pièces détachées, garanties, distribution officielle en concession, à côté des vrais Peugeot. Certains clients en furent d'ailleurs satisfaits. D'autres se plaignirent de la batterie, de la fiabilité. Mais là n'est pas le cœur du sujet.
Le cœur du sujet, c'est que le V-Click était une politique assumée, décidée en conseil, dans les formes. Peugeot ne subissait pas la mondialisation comme on subit une tempête. Peugeot avait choisi de vendre, sous son nom historique et son emblème centenaire, un scooter chinois qu'il n'avait ni conçu ni dessiné. Imaginez le concessionnaire de province, celui qui vendait des 103 depuis 20 ans, qui connaissait la mécanique par cœur, qui savait parler aux pères venus acheter la première mob de leur fils. Un matin, on lui livre un V-Click. Il doit le vendre avec le même sourire, la même confiance, le même lion sur le carénage. Il sait, lui, ce qu'il a dans son atelier. Il le sait et il se tait, parce qu'il faut bien vivre. Et plus on achetait au dehors, plus il devenait difficile de faire autrement. C'est le piège de toute dépendance. Chaque année passée sans concevoir ses propres moteurs est une année de compétences en moins, d'ingénieurs partis à la retraite sans successeur, d'outillage démonté et jamais remonté. Au bout d'un certain temps, revenir à la fabrication française n'était plus seulement coûteux, c'était devenu presque impossible, faute d'hommes sachant encore comment faire. On avait scié la branche, patiemment, année après année. Puis on constatait, l'air surpris, qu'on ne pouvait plus s'y asseoir. Dans les ateliers du Doubs, on avait compris tout de suite ce que cela voulait dire. Et l'un des hommes qui l'a dit le plus clairement s'appelait Didier Salvador, délégué de la CGT. À la fin de l'année 2006, il parlait d'une « mort lente ». Quand on retire à un site près de la moitié de sa production, disait-il en substance, en promettant en échange quelques compensations épisodiques sous forme de fabrication de pièces d'automobile, il faut une naïveté maladive pour croire que tout ira bien. Et il annonçait déjà, pour le début de l'année suivante, le sort des 340 intérimaires alors présents sur les sites. Il ne se trompait pas. Les intérimaires sont toujours les premiers à tomber. Ils sont la variable d'ajustement, le coussin, la chair tampon entre la décision et le titulaire. On les remercie sans bruit, sans plan social, sans une ligne dans le journal. Ils disparaissent un vendredi, et le lundi la chaîne tourne encore, un peu plus lentement, avec un peu moins de monde, et personne, au dehors, n'a rien vu. C'est ainsi que meurt une usine, pas d'un coup, mais par soustraction successive, si discrète que chacune, prise seule, semble supportable. Puis vint une troisième décision, et celle-là toucha au symbole plus encore qu'à l'emploi. En 2008, Peugeot signe avec le Taïwanais Sanyang Industry, plus connu sous le sigle SYM. Les scooters Peugeot Tweet et LXR qui en sortent ne sont pas des Peugeot repensés à partir d'une base achetée et retravaillée à Mandeur. Ce sont des dérivés directs de SYM, les Symphony et HD, fabriqués en Chine, à Xiamen, dans les usines mêmes du partenaire. Un observateur du secteur a résumé le malaise d'une phrase qui claque. Ce n'était même pas une Peugeot, c'était une SYM. Le lion posé sur un produit générique asiatique, sans un tour de main du Doubs à l'intérieur. Peu à peu, c'est toute la gamme qui bascula. Les modèles d'entrée, les moteurs, bientôt le milieu de gamme, ce qui portait le lion sortait de plus en plus souvent d'usines lointaines. Le catalogue restait français par sa couverture et par son nom. Il devenait étranger par son contenu, page après page. Un client pouvait feuilleter la brochure sans jamais soupçonner que la machine qu'il choisissait n'avait, du Doubs, gardé que le blason. Là, la logique était à nu. On ne parlait plus de moteurs achetés à Honda pour des scooters encore dessinés en France. On parlait d'engins étrangers de bout en bout, sur lesquels on collait un nom français vieux de plus d'un siècle, comme on colle une étiquette sur une caisse. La marque devenait ce qu'elle n'aurait jamais dû devenir. Non plus un fabricant, mais un logo, un actif immatériel, un lion à louer. Il y a un moment dans la vie d'une entreprise industrielle où elle cesse de vendre ce qu'elle fait pour se mettre à vendre ce qu'elle a été. Ce moment, pour Peugeot Motocycle, était arrivé. À Mandeur, les anciens regardaient arriver ces engins venus d'ailleurs avec un mélange de colère et de tristesse qu'ils avaient du mal à nommer. Ils avaient fabriqué, de leurs mains, un objet que le monde entier avait réclamé. Et on leur demandait maintenant de faire de la place, dans les ateliers de leur père,
à des machines conçues loin d'eux, pour lesquelles ils n'étaient plus que des contrôleurs, des metteurs en carton. Le pire n'était pas la baisse d'activité, ni même la peur du chômage qui rôdait. Le pire, c'était cette humiliation douce et quotidienne de voir son métier se vider de son sens, de sentir qu'on ne vous payait plus pour votre savoir, mais seulement pour votre présence. Regardez la trajectoire, décision après décision, parce que c'est elle qui raconte la vérité de cette chute. 1981, on achète le moteur. 2000, on rebadge un Honda entier. 2006, on déménage la fabrication du 103 en Chine. 2008, on vend un scooter taïwanais sous le lion. Chaque étape était défendable, prise isolément. Chaque étape avait ses chiffres, ses experts, ses raisons imparables. Chaque étape était présentée comme une adaptation nécessaire à un marché qui s'effondrait. Et chaque étape éloignait un peu plus le travail des mains qui savaient le faire, sur les bords du Doubs. C'est ici qu'il faut dire une chose sur le titre même de ce film. Il parle d'une seule erreur. C'est ainsi qu'on aime raconter les chutes industrielles. Un dirigeant, une signature, un mauvais choix, un jour funeste, et tout s'écroule. Ce serait plus simple. Ce serait presque rassurant, parce qu'une erreur, on peut l'imputer à un homme, la dater, refermer le dossier. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé à Mandeur. Il n'y a pas eu une erreur. Il y a eu une suite de renoncements, étalés sur 25 ans, chacun raisonnable, chacun signé par des gens sérieux dans des bureaux calmes, et dont l'addition a fait mourir une mécanique et vaciller une ville. Ce n'est pas un accident. C'est une lente démission. Et une démission, contrairement à un accident, n'arrive pas. On la décide, matin après matin, en choisissant chaque fois la facilité contre l'effort, l'ailleurs contre l'ici, le logo contre l'atelier. Chapitre 9. Le dernier 103. Le 30 novembre 2006, un dernier 103 est descendu de la chaîne de Mandeur. Un 103 Vogue. C'était la fin de 35 ans de production française. Il n'y a pas eu de foule. Pas de coulée d'acier orange, pas de hauts fourneaux qu'on éteint dans la nuit, aucune de ces images spectaculaires que la mémoire industrielle s'est gardée. Une petite mobilette a simplement quitté la ligne, comme les millions qui l'avaient précédée. Et derrière elle, il n'y en a plus eu. 35 ans plus tôt, à cet endroit précis, sur ces mêmes chaînes, on avait commencé à fabriquer un objet qui allait devenir le cyclomoteur le plus produit du monde. Ce matin-là, on s'arrêtait. Pas de discours. Pas de photographe dépêché de Paris. Une équipe a terminé son poste, comme la veille, comme 10 000 fois avant. Le dernier cadre a reçu son moteur, sa selle, sa roue. Quelqu'un a poussé la machine hors de la ligne. Et la ligne, pour la première fois en 35 ans, n'a rien eu à monter derrière elle. Un Vogue. Le nom, avec le recul, sonne comme une moquerie involontaire. À la mode. C'était précisément le modèle destiné à la Chine, celui par lequel la délocalisation était entrée dans la maison. Le dernier 103 français était déjà, par son nom et par son destin, à moitié étranger à lui-même. 35 ans, cela fait plusieurs générations d'ouvriers. Le père avait peut-être monté les premiers 103, au début des années 70, dans le vacarme et la fierté d'un atelier qui tournait à plein. Le fils montait les derniers, dans le silence gêné d'une faim que personne n'osait nommer à voix haute. Entre les deux, des millions de fois le même geste, la même patience, la même main sûre. Et un pays tout entier qui avait appris à rouler grâce à eux. Il faut penser aux hommes et aux femmes qui étaient là pour ce dernier montage. Beaucoup avaient passé leur vie entière sur ces lignes. Ils avaient vu défiler les modèles, les modes, les kits de débridage que fabriquaient leurs propres enfants. Ils savaient monter un 103 les yeux fermés. Et voilà qu'on leur demandait de faire le geste une dernière fois, pour rien, pour la fin. La mécanique de Padovani, l'admission par clapet, le bras oscillant, tout ce savoir accumulé depuis les lames de scie, ne cessait pas d'être fabriqué en France ce jour-là, par accident. Elle cessait parce qu'on avait décidé, ailleurs,
dans une autre langue, que ce serait moins cher à Jinan. La production, elle, continuait, mais ailleurs, en Chine, à Casablanca, au Maroc, et même pour le seul marché turc, sous une marque locale appelée Ramsay. Le 103 vivait encore. Il ne vivait simplement plus là où il était né, ni par les mains qu'il avait fait naître. Songez à cela un instant. Le 103, orgueil français, roulait désormais sous un nom turc pour des clients d'Anatolie, sortait d'ateliers marocains pour le Maghreb, naissait en Chine pour le reste du monde. La marque au lion s'était dispersée sur la carte comme une poignée de sable jetée au vent. Un peu partout. Nulle part chez elle. Et il vivait de moins en moins. Le Vogue fabriqué en Chine s'est vendu en France, en 2015, à 550 exemplaires. 550. Pour un engin qui s'était écoulé dans une seule bonne année à plus d'1 demi-million. En mai 2017, le 103 est définitivement retiré de la gamme. C'est la norme Euro 4 qui lui a porté le coup de grâce. Le petit 2 temps à la fumée bleue n'était plus aux normes du monde. L'odeur même de la jeunesse française était devenue illégale. Il y a quelque chose de troublant à voir mourir un objet non pas parce qu'il ne marche plus, mais parce que l'époque a décidé qu'il n'avait plus le droit d'exister. Le 103 marchait encore. Il marchait admirablement. Des centaines de milliers d'exemplaires en témoignaient chaque jour sur les routes de France. Mais un moteur de temps rejette dans l'air ce qu'un moteur moderne retient, et le siècle, à juste titre, ne le tolérait plus. La mécanique de Padovani n'a donc pas été vaincue par une meilleure mécanique. Elle a été rattrapée par un monde qui changeait d'air. Mais la fin française n'était pas terminée. Il restait l'usine des moteurs. Car à Dannemarie, dans le Haut-Rhin, Peugeot Motocycle fabriquait encore les moteurs de 50 et de 125 cm3. C'était la dernière mécanique, le dernier lieu où l'on faisait encore tourner du métal français dans cette histoire. Le plan présenté en 2011 et 2012 prévoyait 200 suppressions de postes sur 800, une centaine à Mandeur, une centaine à Dannemarie. En décembre 2012, l'usine de Dannemarie a fermé. Une partie de sa production est partie, elle aussi, à Jinan. Dannemarie n'était pas Mandeur. C'était plus petit, plus discret. Une usine de moteurs dans une commune du Sundgau, ce coin de Haut-Rhin où tout le monde connaissait quelqu'un qui y travaillait. Fermer Dannemarie, ce n'était pas amputer un géant. C'était retirer à une petite ville l'un des rares employeurs qui donnait encore à ses habitants une raison de rester. Dans ces territoires-là, une usine n'est pas seulement un lieu de travail. C'est ce qui retient les jeunes, ce qui fait vivre le boulanger, le café, l'école. Quand elle s'éteint, ce n'est pas un bâtiment qui se vide. C'est un avenir qui se referme, doucement, sur toute une vallée. Le directeur général de Peugeot Scooter d'alors, Pierre-Louis Collin, s'efforçait de rassurer. La direction parlait non pas de licenciement sec, mais de mutation vers Mandeur. Ceux qui étaient sur place n'y croyaient pas. Cyril Luquet, délégué de la CFDT, comptait lui les 200 emplois qui tombaient sur 800. Un autre délégué, Emmanuel Guillier, disait tout haut l'absurdité du moment. C'était difficile à croire, à l'heure où le groupe PSA était lui-même en train de supprimer 6000 postes ailleurs en France. Et puis il y avait le maire de Dannemarie, Paul Mumpak. Ces mots, il faut les entendre, parce qu'ils disent exactement ce que ressent une petite ville quand on lui prend son usine sans qu'elle ait rien fait de mal. De l'aveu même de la direction, disait-il, les salariés de Dannemarie étaient bien cotés. Ils travaillaient bien. Ils payaient sans doute, aujourd'hui, leur gentillesse. Leur gentillesse. Il faut laisser cette phrase reposer, parce qu'elle contient toute l'injustice de ces années. On avait fait ce qu'on demande à un ouvrier, bien travailler, tenir son poste, ne pas faire d'histoire. Et c'était précisément cela qui les condamnait. Une équipe docile et compétente se ferme plus facilement qu'une équipe qui menace de tout casser. La sagesse était devenue une faiblesse. Les politiques sont venus, comme ils viennent toujours quand une usine ferme et qu'il y a des caméras. Pierre Moscovici,
alors député du Doubs, était sur place. La question du « Made in France », disait-il, on était en plein dedans. Le sénateur Martial Bourquin s'est mobilisé. La sénatrice Patricia Schillinger a porté l'affaire jusqu'au Sénat. Le député Christian Bataille a interrogé le ministre à l'Assemblée. On a parlé. On a interpellé. On a fait ce qu'on fait dans ces cas-là. L'usine de Dannemarie a fermé quand même. Les syndicats, eux, avaient tenu leur rôle jusqu'au bout. La CGT, la CFDT, présentes depuis toujours dans ces ateliers, avaient alerté, tracté, manifesté, chiffré chaque poste menacé. Elles avaient eu raison sur tout, sur la mort lente, sur les intérimaires sacrifiés d'abord, sur ce qui viendrait après. C'est le sort ordinaire de ceux qui voient juste dans ces histoires. On les écoute poliment, on consigne leurs avertissements dans un compte-rendu, et l'on fait ensuite exactement ce qu'ils avaient prédit qu'on ferait. Avoir raison n'a jamais sauvé une usine. Restait le sort des ouvriers eux-mêmes. Certains ont accepté la mutation, ont fait la route vers Mandeur tant qu'il y resta de la place. D'autres sont partis en pré-retraite, à un âge où l'on ne se refait pas, où l'on regarde par la fenêtre le matin en cherchant le bruit qui n'est plus là. Les plus jeunes ont cherché ailleurs, dans un bassin qui n'avait plus grand-chose à offrir. La reconversion, ce mot qu'on prononce dans les ministères comme une promesse, s'est traduite ici comme partout par des formations qui ne menaient nulle part, des emplois de service moins bien payés et le sentiment tenace d'avoir été, à 40 ou 50 ans, déclaré inutile par un pays qui vous devait mieux que cela. Ce qui s'est joué à Mandeur et à Dannemarie n'était pas un cas isolé. C'était le même récit que celui de tant d'autres bassins français au tournant du siècle. Une usine réputée, un produit aimé, des ouvriers compétents et une décision prise ailleurs de fabriquer moins cher, plus loin. La France a désappris, dans ces années-là, une part de ce qu'elle savait faire de ses mains. Le 103 n'en fut qu'un exemple parmi les plus célèbres, et parmi les plus douloureux, parce que chacun dans ce pays en avait connu un de près. Une usine qui a produit pendant des décennies possède une présence sonore particulière. Pas seulement les machines, le mouvement des hommes, la ventilation, ce bourdonnement continu qu'on cesse d'entendre après la première semaine et qu'on ne remarque que le jour où il s'arrête. Quand il s'arrête, ce qu'on remarque d'abord, ce n'est pas l'absence de bruit. C'est la présence d'un silence qui n'a rien à faire là. Un silence qui a la mauvaise forme. À l'arrêt du 103 français, les deux sites du Doubs et du Haut-Rhin, Mandeur et Dannemarie réunis, comptaient encore environ 1100 salariés. C'est le chiffre qu'il faut retenir, parce qu'il mesure deux choses à la fois. Tout ce qui avait déjà été perdu depuis l'apogée, et tout ce qui restait encore à perdre. 1100, là où l'on avait connu la foule des grands jours. Chaque départ, chaque plan, chaque année avait rogné un peu plus le nombre, si lentement qu'on aurait pu croire, de l'intérieur, que rien ne bougeait vraiment. C'est ainsi que meurent les grandes usines. Non pas dans un fracas, mais dans une soustraction si patiente, si polie, qu'on ne la remarque qu'une fois le compte presque vide, et qu'il est alors bien trop tard pour la contester. Chapitre 10. Le lion indien. Ce qui restait, quelqu'un allait finir par l'acheter. En octobre 2014, le groupe indien Mahindra & Mahindra prend 51% de Peugeot Motocycles. L'opération est validée en janvier suivant. Une vente de 28 millions d'euros, 15 millions injectés dans l'entreprise. La plus ancienne marque de deux-roues motorisées du monde, née à Beaulieu au XIXe siècle, passe pour la première fois sous contrôle étranger. À cette date, Mandeur ne produit déjà plus que 35% des volumes de la marque. Les 65% restants viennent de Chine. Les 4 syndicats, CFDT, CGT, CFTC, CFE-CGC, refusent d'abord le plan de départ, jugé trop faible pour protéger les salariés. Mais il y a, dans le camp ouvrier, une lucidité amère qui dit tout de l'époque. Thierry Sartor, de la CFTC, la formule sans détour. Si Mahindra n'avait pas pris ses parts, disait-il, l'usine serait sans doute déjà fermée. Voilà où l'on en était arrivé. On n'espérait plus la renaissance ni la reconquête. On espérait l'actionnaire étranger, non par confiance,
mais parce que l'autre issue était le cimetière. Guy Barbier, de la CFE-CGC, portait avec lui la même inquiétude retenue. Il défendait une usine dont il savait qu'elle ne serait jamais plus ce qu'elle avait été. Il la défendait quand même. C'est cela, un syndicaliste. Quelqu'un qui se bat pour ce qui reste, même quand il a compris ce qui est perdu. Du côté de PSA, on prenait congé avec les mots qu'il fallait. Jean-Philippe Imparato, alors directeur de la marque Peugeot, promettait que le groupe resterait pleinement investi à travers l'usage de la marque, l'apport du design, l'innovation technologique. Les mots étaient soignés. Ils ne coûtaient rien. En octobre 2019, Mahindra rachetait les 49% restants. Peugeot Motocycle devenait 100% indien. La suite fut ce qu'elle devait être, un plan de plus. Le plan Performance 2020, présenté en 2018, promettait 47 millions d'euros d'investissement et 7 nouveaux véhicules à l'horizon 2021. Comme tous les plans, il portait un beau nom et une contrepartie sombre. Près de 90 suppressions de postes. L'effectif tombait à environ 287 salariés au début de 2019. La direction évoquait, à voix plus basse, quelques 70 millions d'euros de pertes accumulées depuis le rachat. Puis le lion a changé de main encore une fois. En février 2023, un fonds allemand, Mutares, entrait au capital. La moitié des parts, l'essentiel du contrôle. Après l'Inde, l'Allemagne. Le lion passait de main en main comme un actif dans un portefeuille, ce qu'il était devenu. Et en 2026, nouvelle annonce. Un rachat par l'équipe de direction elle-même, conduite par Laurent Lilti, pour redevenir, disait-on, 100% français. Après un demi-siècle de délocalisation, on reparlait de rapatrier le drapeau. La boucle, peut-être, cherchait maladroitement à se refermer. Comme si l'on pouvait racheter, à la fin, ce qu'on avait passé 40 ans à donner. Car il faut le dire, contre la facilité du récit qui aime les morts nettes, Peugeot Motocycle n'est pas mort. L'usine historique de Mandeur existe toujours. Elle se trouve, et le symbole est presque trop parfait pour être vrai, au 103 de la rue du 17 novembre. Elle emploie aujourd'hui 291 salariés pour un chiffre d'affaires d'environ 115 millions d'euros et des comptes dans le rouge. Elle produit des scooters premium, le Metropolis à 3 roues, le Pulsion, le Django, le Kisby, au sein d'une coentreprise chinoise, autour de 60 000 machines par an. Elle parle même de revenir à la moto, de rouler à l'électrique, avec des partenaires comme DAB Motors et Sherco. Un projet de 103 électrique est à l'étude. Et depuis le printemps 2024, on peut faire convertir à l'électrique, en concession, les vieux 101, 102 et 103 d'autrefois. Leur greffer un moteur silencieux à la place du deux temps qui faisait leur âme. Et il reste la mémoire, entretenue par ceux qui savent ce que fut cet objet. Le musée de l'aventure Peugeot, à Sochaux, a consacré au cinquantenaire du 103 une exposition, de novembre 2021 à janvier 2022, sous la conduite de son conservateur Hervé Charpentier. Les versions rares, l'Excalibur, la Chrono, la RCX, se collectionnent désormais, se cotent, se disputent entre passionnés. La petite mob de 14 ans, celle qu'on cachait aux gendarmes, celle qu'on débridait dans un garage entre copains, est devenue une pièce de musée qu'on protège sous une vitrine. 291 salariés. Là où l'on avait compté un jour jusqu'à 6000 personnes sur le site. C'est en soi, tenu dans l'écart entre ces deux nombres, la mesure de tout ce qui s'est joué. Chapitre 11. Ce qui reste. Le bâtiment est toujours là, au bord du Doubs, comme il l'a toujours été. Le lion est encore sur la façade. Le nom se lit encore, entier, comme quelque chose qui a compté et qui compte peut-être encore un peu. Ce qui manque n'est pas le bâtiment. Ce qui manque, c'est la mécanique française qui s'y inventait. Le moteur à clapet d'Edmond Padovani. Le geste de la fileuse penchée sur son cadre, ce trait continu tracé sans repère, du guidon à la roue arrière. Les 5 chaînes, les 2000 machines par jour, l'odeur bleue du mélange de temps qui prenait à la gorge dès le portail.
Tout cela n'a pas été emporté par une catastrophe. Cela a été, patiemment, poliment, décision après décision, envoyé ailleurs. Parce qu'ailleurs c'était moins cher et qu'on avait fini par cesser de croire que le savoir-faire du Doubs valait qu'on se batte pour lui. Le lion règne toujours. Mais il règne désormais sur des machines qu'il n'a pas conçues, sorties d'usines qu'il ne connaît pas, dans des pays qu'il n'a jamais vus. Et pourtant, quelque chose survit que nul actionnaire n'a su délocaliser. Elles sont encore là, par centaines de milliers, dans les granges, sous les bâches, au fond des garages de toute la France. Les 103. On les ressort, on les répare, parce qu'elles se réparent encore, indéfiniment, comme les lames de scie et les machines à coudre d'où elles étaient venues. Et quand un homme de 50 ans, aujourd'hui, remet en route la mobe de sa jeunesse, quand le petit moteur crépite enfin après quelques coups de pédale et rejette son nuage bleu dans l'air froid du matin, ce n'est pas une machine chinoise qu'il entend. C'est Mandeur, c'est Padovani, c'est le fracas des presses, la sirène de midi, et ses 14 ans. Qu'est-ce qu'on perd, au juste, quand une usine cesse de fabriquer ce qu'elle savait faire mieux que le monde entier? On perd des emplois, oui, on perd une part d'une ville, mais on perd surtout ceci: le droit de dire, sans mentir, que l'objet qui portait la liberté de toute une génération avait été pensé, dessiné, forgé et assemblé ici, par des mains d'ici, françaises et immigrés mêlés, sur les bords d'une rivière du Doubs. Le lion est resté. Le rugissement, lui, on est allé le faire enregistrer ailleurs.